À tous, extrêmement ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Nous nous retrouvons ce soir encore pour évoquer la crise sanitaire. L'histoire ne cesse de se répéter, me diriez-vous. L'épidémie du Covid-19 explose de nouveau dans le monde, notamment en Europe, où certains pays ont atteint, tenez-vous bien, les 57 000 contaminations par jour. En Algérie, nous ne sommes pas épargnés. La quatrième vague est là, selon les échos que nous avons des milieux hospitaliers. Les contaminations, les consultations et les hospitalisations Covid sont en nette hausse. L'Organisation mondiale de la santé a alerté sur le risque d'un demi-million de décès en Europe d'ici février prochain. Aujourd'hui, l'OMS se réunit justement pour évoquer un nouveau variant détecté en Afrique du Sud, un variant qui présente un grand nombre de mutations et qui pourrait être préoccupant. Des pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas prennent des mesures. Qu'attendons-nous pour faire autant ? Quelles sont les mesures immédiates qui doivent être prises pour minimiser les dégâts et atténuer l'impact de cette quatrième vague en Algérie? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir le professeur Senhadji Kamel. Vous êtes président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, vous êtes immunologue, virologue également. Bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Merci à vous, ravi de vous retrouver justement pour évoquer cette quatrième vague qui est à son début. Revenir un peu aussi sur les chiffres qui nous font peur aujourd'hui lorsqu'on regarde de l'autre côté de la Méditerranée. Je le disais à l'instant, plus de 50 000 contaminations en Allemagne aujourd'hui. Alors, pour commencer, comment évaluer aujourd'hui, professeur, la situation épidémiologique en Algérie et à quoi doit-on s'attendre en Algérie quand on voit encore une fois ces chiffres effarants? Oui, donc déjà en Algérie, on voit bien que par rapport à une vingtaine de jours, où on avait donc même presque un mois, autour du 20, 18, 20, 20 octobre, etc. C'était pendant 20 jours, on avait autour de 70 cas par jour, et 2 à 3 décès quotidiens. Et puis maintenant, depuis 10-15 jours, nous dépassons la centaine. Il y avait une moyenne de 130 à 140 par jour. Et là, aujourd'hui, je viens de voir le chiffre. Oui. C'est moins de 293, je pense. Donc c'est cette comparaison qu'il faudrait voir, parce que même si ces derniers temps, ça fluctue un petit peu, mais si vous voyez depuis une vingtaine de jours, donc la grosse ça grimpe rapidement. C'est que ça a doublé. Donc on est bien sur le plan épidémiologique, sur le plan viral. On voit bien qu'il y a une reprise des contaminations. Maintenant, il faut avoir un œil un peu rivé sur les hôpitaux, sur les admissions, etc. Donc ce n'est pas encore le rush, tant mieux, mais mécaniquement, si les contaminations se poursuivent, automatiquement on aura des conséquences sur la pathologie Covid, et là ça va devenir un petit peu inquiétant, parce que la situation est presque, même s'il y a eu la vaccination, c'était, croyez qu'on a sorti la tête de l'eau, parce qu'avec l'acquisition des vaccins, grosse quantité après un vide un peu sidéral et qui était inquiétant, et puis la fabrication locale. On était optimiste. Oui, optimiste. On était optimiste, on prévoyait 70% d'ici la fin de l'année, justement. On est très loin de ce chiffre, on y reviendra tout à l'heure. Alors, mais est-ce qu'on est aujourd'hui prêt, justement, professeur, à affronter cette vague? Est-ce qu'on a la garantie aujourd'hui de ne pas tomber dans le même piège de la troisième vague? Écoutez, d'abord, je peux répondre en tant qu'agence nationale de sécurité sanitaire qui observe et qui donne de l'expertise. Mais sur le plan pratique, il faudrait aussi reposer cette question au département de la santé. À la tutelle. À la tutelle. Donc, il me semble, d'après, par rapport à l'oxygène... Vous avez un rôle quand même, je pose cette question parce que vous avez un rôle quand même d'alerter, justement, absolument, cette tutelle, en l'occurrence, justement. Nous sommes dans notre rôle pour dire les choses comme elles devraient l'être. Oui. Pas comme
comme on a l'habitude de laisser les choses, peut-être à des moments, à certains moments, les choses se détériorer. Donc le rôle de l'agence, c'est d'expertiser, de revoir de faire des propositions en fonction de la réalité, en fonction de ce qui se fait dans le monde. C'est un peu comme, si on peut comparer, c'est un peu comme le rôle du CNES dans la situation un peu économique et sociale. Alors l'agence vient justement accompagner et émettre des rapports. C'est ça un peu? Absolument. Oui. C'est un peu, si vous voulez comparer au un CNES. Parallèle, oui, parce que les gens connaissent bien le Conseil sur le plan de la santé, économique et social. Oui. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que les données, et puis ce qu'on a vu dans la pratique pendant cet été, quand il y avait le Delta qui avait exigé une consommation astronomique en oxygène, les pouvoirs publics ont tout fait pour acquérir, pour mettre en place tous les systèmes de fabrication d'oxygène à demeure au sein des hôpitaux, etc. Donc ça, je pense que si c'est le Delta qui revient, ça semble être le cas. Vous êtes en train de dire que la situation pour le problème justement d'oxygène est réglée aujourd'hui? L'oxygène, en principe, il est... Pas au niveau, en tout cas, les échos qu'on a encore une fois, pas au niveau de toutes les infrastructures hospitalières. Il y a certaines infrastructures hospitalières qui attendent encore. Je n'ai pas la cartographie hospitalière, oui, par rapport Moi, je peux vous le garantir, professeur. Si vous le dites, je vous crois. Et puis par rapport à la prise en charge externalisée de la pathologie Covid, parce que ça fait quand même 2 ans, avec toutes les répercussions par rapport aux autres pathologies qui en ont souffert, les cancers, la chirurgie, toutes les grosses pathologies, elles étaient laissées pour compte. Hein. Donc on avait depuis une année maintenant proposé de par l'agence de proposer la mise en place de structures hospitalières dédiées au Covid, peu importe leur nombre, mais en tout cas les adapter par rapport à l'afflux de ces patients, parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes, en particulier éviter la propagation des virus. Si vous laissez le Covid dans tous les hôpitaux, mécaniquement, vous allez augmenter le risque de propager le virus. C'est tout à fait normal. Donc, si vous avez un endroit dédié, vous allez automatiquement confiner, entre guillemets, cette pathologie dans un endroit contrôlable. Et puis après, vous pouvez gérer mieux C'est en cours aujourd'hui, le fait de s'orienter justement. Il me semble c'est bon signe vers un hôpital Covid. Je me réjouis de l'annonce du ministère de la Santé de revenir vers cette proposition. Donc ça, c'est un point positif. Si on pouvait localiser la pathologie Covid dans certains endroits, là, ce serait peut-être adapté. Ce sera donc un petit peu, c'est un peu l'expérience et c'est un peu l'observation de tout ce qui s'est passé avec toutes les tares, entre guillemets, qu'on a observé pendant la gestion du Covid pendant ces 2 années. Et c'est comme ça, c'est avec l'expérience qu'on apprend. Et là, en principe, ça devrait aller vers une situation beaucoup plus contrôlée, contrôlable, parce que 99%, presque 100% du variant, c'est toujours Delta. Oui. Donc le problème d'oxygène, il est adapté par rapport à Delta. Et ça c'est un bon signe. Sauf voilà. Par rapport aux nouveaux mutants nus. Oui, on y revient, professeur. Là, je ne sais pas. Mais la problématique des hôpitaux, ce n'est pas, vous le savez, je ne vous apprends rien en vous disant que la problématique des hôpitaux, ce n'est pas uniquement l'oxygène. Aujourd'hui, il y a une demande de la part des chefs de service, notamment de réanimation, d'augmenter la capacité du nombre du nombre de lits, notamment.
c'est-à-dire il n'y a pas de réponse à cette requête. Le nombre de lits reste le même. Il y a aussi un autre problème, franchement, qui est un peu gênant hein, de l'aborder, mais c'est un problème qui est abordé aussi. Il a été abordé sur les réseaux sociaux par le doyen de la faculté de médecine. C'est un problème. On parle du problème d'eau au niveau des CHU aujourd'hui, alors qu'on est en pleine pandémie. C'est quand même grave, professeur Senhaji. Oui, ce n'est pas du tout normal. Un endroit qui nécessite, qui exige, qui est le symbole de la propreté, et exigeant donc tout ce qui va avec, en particulier l'eau, ce n'est pas du tout normal d'avoir des pénuries d'eau au niveau d'un hôpital ou du niveau. Je pense que le doyen a signalé, c'était la faculté de médecine, mais je pense que cela ne veut pas dire qu'il y a de l'eau dans les hôpitaux. Donc, si on c'est un problème aussi qui se pose au niveau des CHU, c'est pour ça absolument, voilà, absolument. Je vous en parle. Donc tout cela doit faire partie d'une démarche. Mais que peut faire l'agence sanitaire, professeur Senhaji? Je vous pose cette question aussi parce que votre rôle est de veiller sur la santé des citoyens, veiller aussi sur les moyens qui sont donnés justement, qui sont accordés pour que le citoyen soit en bonne santé. Oui, madame, l'agence de sécurité sanitaire vient de naître. Hein, ça fait bientôt 2 ans quand même, professeur Senhaji. C'était en 2020. Oui, mais vous savez comment se met en place, comment se mettent en place les structures, le fonctionnement, etc. Donc, il y a des lourdeurs, vous voulez dire? Cela ne veut pas dire peut-être qu'elle n'est pas à sa vitesse de croisière, mais elle a travaillé dans le sens de tout ce qui concerne la mise en place des dispositifs immédiats. Immédiats par rapport à ce qu'on est en Bépile, elle est née en même temps que le début de la pandémie. Oui. Donc elle a travaillé dans ce sens pour le choix des vaccins, pour faire des rapports sur la situation épidémiologique, pour faire des rapports sur l'externalisation de ce que je viens d'évoquer, de la prise en charge de la pathologie Covid, des opérations pratiques de décontamination, de désinfection des places publiques avec de l'eau de mer au lieu que ce soit avec de l'eau, avec tous les produits chimiques, etc., donc qui vont avoir une répercussion sur l'environnement. La situation au niveau des hôpitaux aujourd'hui. Vous m'avez posé la question par rapport au bilan. Je vais pas, si vous voulez que je m'étende sur ce bilan. Et donc, elle a initié donc une opération avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir attaquer. Si on parle de la propreté, on parle d'hygiène et de salubrité. C'est que l'agence travaille avec le ministère, des services du ministère de l'Intérieur, services communaux, pour pouvoir mettre fin aux éventuelles maladies qui vont être propagées par ce qu'on appelle les nuisibles. Les nuisibles sont actuellement, tout le monde le voit tous les jours parmi toute la saleté, c'est-à-dire qu'on peut parler des décombres par rapport à tout ce qu'on peut voir, c'est que tout ça attire des nuisibles. Les rats, les cafards et les pigeons. Oui. Tout ça, donc l'agence prend en charge cette étude, cette expertise pour pouvoir initier des actions avec certaines wilayas et certaines communes pour pouvoir donc attaquer aussi ce problème par rapport à l'eau, par rapport à l'environnement. Donc c'est une agence qui est multidisciplinaire. Elle n'est pas composée que de médecins, pharmaciens, biologistes. Sinon, ça aurait été une catastrophe parce qu'on aurait une vue uniforme, monodisciplinaire. Ce n'est pas possible. Elle a des physiciens, elle a des mathématiciens, des statisticiens, etc. Donc, en fait, elle a du pain sur la planche parce que, en fait, elle va étudier tout ce qui peut impacter la santé. Et ce n'est pas seulement la pandémie
Oui, mais on est en ou situation... les maladies. Professeur, Ça va si être vous permettez. Oui. l'air, l'alimentation, les cosmétiques, tout, D'accord. tout cela. Non, on a compris, professeur, mais aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. C'est pour ça qu'on a besoin peut-être de réponses directes. Si vous permettez, je vous ai posé tout à l'heure une question. J'ai envie d'avoir une réponse directe. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à affronter cette vague? Est-ce qu'on a suffisamment de moyens? Est-ce qu'on a suffisamment de mains aussi? Parce qu'on parle aussi de professionnels. Est-ce qu'on a suffisamment de mains? Est-ce qu'on a suffisamment d'infrastructures? Est-ce qu'on a suffisamment d'oxygène? On en a parlé. Est-ce qu'on est prêt? Écoutez, je suis un petit peu surpris oui ou non, que vous me dirigiez cette question, parce qu'elle relève, dans la pratique au ministère par rapport, c'est le ministère de la Santé qui doit vous répondre sur ce. C'est un organe de veille. Oui. Présidence, Madame, je viens de vous rappeler les missions et les propositions et les rapports. Vous ne pouvez pas me répondre, c'est ça votre réponse? Non, je ne peux pas vous donner une situation exacte, chiffrée, par rapport au... Est-ce que vous pensez, en tant que professeur de médecine, virologue, observateur, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on est en mesure de faire face à cette vague? Je viens de vous dire que par rapport à certains aspects, tels que l'oxygène, tels que la prise en charge, si elle est décidée externalisée de Covid, c'est déjà pas mal. Oui. Maintenant, si vous pouvez me dire, si vous voulez me poser la question, est-ce que si l'idéal, c'est pas l'idéal, ce sera pas l'idéal, et on n'atteindra jamais l'idéal. Mais l'essentiel, c'est de ne pas être à l'arrêt. C'est comme le dit le proverbe chinois, l'essentiel, c'est de ne pas être à l'arrêt, même si on avance doucement. Quelles sont les mesures urgentes qu'on devrait prendre, selon vous, aujourd'hui? Enfin, écoutez, c'est en particulier l'arme, devant la situation d'alerte qui pointe son nez, passez-moi le terme, par rapport à cette quatrième vague, c'est bien, moi je suis un peu inquiet par rapport à la faible adhésion par rapport à la vaccination. Oui. Les pays, on voit bien la cinquième vague en Europe, oui, absolument. Mais avec des 70 à 80% de niveau de vaccination, même si on se recontamine parce que le vaccin n'est pas idéal, mais la mortalité a été baissée de façon significative. Donc ça évite... Aujourd'hui, on dit que c'est décorrélé, en fait. Voilà, décorrélé, découplé, parce que les décès suivent en parallèle la courbe des contaminations. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est tout à fait logique. Mais avec l'interférence de la vaccination, vous avez la courbe de la mortalité qui suivait celle des contaminations, s'est infléchie et elle a baissé. Elle a baissé dans certains organismes, par exemple d'hébergement, de personnes âgées, etc., de 94% de réduction de mortalité. Même si les contaminations se poursuivent, l'essentiel c'est de ne pas mourir. Oui. Peut-être c'est pas le vaccin idéal, parce que c'est un vaccin qui a été fait en peu de temps, c'est un record, c'est un vaccin sûr, c'est peut-être le meilleur vaccin. Ces vaccins contre la Covid sont les meilleurs du monde, parce que c'est la première fois dans le monde où on vaccine. On a eu, j'ai le chiffre, c'est 7 milliards et demi de doses qui ont été vaccinées dans le monde. C'est la première fois qu'on vaccine avec une telle ampleur. Et si on voit les effets secondaires, ils sont minimes, ils sont négligeables par rapport à 7 milliards et demi de vaccination, que quelques effets secondaires. Et d'ailleurs, même les vaccins qui sont donnés en Algérie, par exemple, c'est une donnée que je reçois toutes les semaines de par le service de pharmacovigilance, et qui montre qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes d'effets secondaires
de ces vaccins. C'est tout à fait banal et c'est tout à fait les effets secondaires que nous observons Oui. dans la vaccination classique. Oui, mais on a tendance quand même à se poser une question. Professeur, vous avez parlé justement de cette décorrélation, Oui. encore une fois, entre le nombre de contaminations et le nombre de décès. C'est une bonne chose, effectivement. Oui. Mais quand même, aujourd'hui, quand on voit ces chiffres qui sont juste effarants, aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, en Allemagne, on parle à peu près de 57 000 contaminations avec près de 250 décès. En France, on parle de 23 000 contaminations pour 58 décès. Quand même, ça reste des chiffres importants. Et encore, Oui. on n'a pas encore atteint le pic. Ce sont des chiffres qui sont ascendants. Donc, on va voir encore d'autres records qui vont être enregistrés. Comment expliquer, Oui. expliquer ces chiffres? Ils sont ascendants parce que c'est le delta qui est à 100%. Oui. Il est séquencé dans l'Institut de Paris. Quand je parle, par exemple, la France qu'on suit un peu plus de près. Et je peux vous dire, mais le taux d'incidence n'est pas le même. Ils sont à peu près à 200 hier ou aujourd'hui pour 100 000 habitants, alors qu'il est arrivé jusqu'à 700-800 pendant la quatrième et la troisième vague. Donc, plus on avance dans les vagues, et en fait, quand on fait le cumul, même si on voit, par exemple, vous venez de citer un chiffre astronomique en Allemagne, 57 000. 2000, en France c'était 30 000 hier ou avant-hier. Donc vous voyez, c'est bon, parce qu'on est dans la phase exponentielle, mais quand vous cumulez tout ça et que vous allez voir après quand on arrivera au sommet, on aura la quantité, le nombre de personnes qui ont été contaminées pendant cette vague. Et on voit que par rapport à la troisième et la quatrième, la troisième était un peu plus basse que la deuxième et la cinquième, vous allez voir, elle va être plus basse que la quatrième. Pourquoi? Parce qu'il y a le vaccin qui est là et qui amortit. Mais on a l'impression que les chiffres, ce sont des chiffres qu'on n'a jamais enregistrés quand même. Oui, mais c'est des professeur. chiffres par jour. Oui. Maintenant, il faut voir dans les prochains jours. Donc, Je pense qu'en Allemagne, on n'a jamais parlé de 57 000 50 000, contaminations au jour, c'est énorme. c'était hier. Oui. Oui. La France, c'était 30 000. Il y a quelques jours. Oui, et puis c'est descendu à 22 000. Vous voyez un peu. Oui. Donc ça va fluctuer, et puis après ça va baisser. Parce que on est devant une situation où il y a beaucoup de personnes vaccinées et parmi les... Est-ce que cela ne veut pas dire quelque part aussi que le virus ne faiblit pas finalement? Si le virus arrive à se propager de cette force, parce que c'est un point très important aussi. On voit, par exemple, on parle de quelque chose comme 60% d'évolution de la contamination du R0 d'une semaine à une autre, par exemple, en Europe, ce qui est très important. Est-ce que cela veut dire que ce virus, finalement, ne va pas s'éteindre? Finalement, on va devoir... voilà. Oui, il ne faiblit pas. Oui, c'est l'éternel recommencement. Voilà, même avec la vaccination. C'est vrai. Mais on a affaire au virus Delta. Ce n'est plus le virus Alpha. Vous venez d'évoquer le R0. Ce n'est plus le même. Donc, il était plus modeste dans le variant précédent. Donc, et c'est un virus qui a 5-6 fois plus de pouvoir contaminant que le virus. Que la souche mère. Que la souche mère, ou que la souche qui est venue, parce que la souche mère, c'est la toute première, celle de Wuhan, voilà. Et puis après, il y avait alpha, etc., bêta, gamma, etc. Absolument. Donc, comment dirais-je, le virus n'est pas exactement le même. C'est pour ça qu'on a affaire à un virus qui a un fort pouvoir de contamination, mais en même temps, on est arrivé avec un vaccin derrière, avec une vaccination qui est effective et qui est efficace
par exemple dans les pays qui vaccinent bien. Elle est à combien aujourd'hui l'efficacité des vaccins, professeur Senhadji? Enfin, Elle n'est plus la même. elle n'est plus la même. Par rapport à la souche historique, voilà, chinoise ou Wuhan, elle était effectivement autour de 80%, etc., même plus. Ça dépend des vaccins, hein. Mais ils tournaient tous autour entre 80 et 96%, sans citer les marques. Aujourd'hui? Mais aujourd'hui, elle est descendue avec ceux qui étaient à 90, parce que j'ai dit, je ne cite pas les marques, je ne les citerai pas, mais celui qui était à 92%, 96% d'efficacité est descendu à 80, celui qui était à 80 est descendu à 60. Et quand on fait peut-être la moyenne, il y a d'autres vaccins qui sont beaucoup moins efficaces. On est descendu jusqu'à 40, hein, Oui. donc, %. Et là, ça va être... C'est un risque justement qui est très, très accru aujourd'hui, hein, surtout dans les pays où on n'a pas beaucoup vacciné, comme c'est le cas par exemple en Algérie. Aujourd'hui, on est à peu près à 20% de personnes vaccinées. Ça aussi, ça peut nous exposer à un risque de fragilité, hein, professeur. D'abord, le fait de ne pas être vacciné, puis le fait qu'on est exposé à avoir de nouveaux mutants. Oui, on risque même de faire émerger un mutant en Algérie. Absolument. Parce qu'il ne faut pas se dire... l'Indien, il faut fermer les frontières, ou l'Africain, il faut... Sud-Africain, on en parlait au préambule, justement. C'est pas, parce que... Le NU. Voilà, NU. On voit, maintenant, si on peut tirer un peu une conclusion par rapport à ces variants, en fait, on voit bien, c'est clair, ces variants dangereux émergent dans les zones où on vaccine moins, où on ne vaccine pas. La preuve, Delta, c'était en Inde. Ils n'ont pas vacciné. Hein. Et vous avez vu le Delta, ce que l'oxygène a fait chez eux. Et qu'on a vu un petit peu chez nous, un peu à petite échelle. Ensuite, maintenant, on voit le NU, là, le sud-africain dont on a parlé aujourd'hui ou hier. C'est hier. C'est hier que ça a été annoncé. Et c'était en Afrique. Du Sud. Vous savez bien qu'il y a que... je ne sais pas, je sais pas s'il y a 10 ou 15% de vaccinés en Afrique. Donc, on a bien la démonstration qu'en quoi les mutants émergent dans les zones où on vaccine le moins. Maintenant, en Algérie, nous avons les vaccins, nous avons l'arme, elle est là, mais si on ne vaccine pas, comme si on n'avait rien fait, et là, si on laisse la cible, parce qu'il y a une cible importante qu'il va falloir vacciner en Algérie, même si la cible a été évaluée à 20 millions de personnes, mais c'était avec le variant d'avant, mais avec le Delta, nous avons... L'agence, par exemple, là, en tant qu'experte, elle a refait le calcul avec le Delta, avec son R0, avec toutes les caractéristiques biologiques. Je ne vais pas l'étaler ici parce que c'est une discussion de spécialistes. On a calculé qu'il va falloir vacciner pas 20 millions, mais 36 millions d'Algériens. Et comme il y a eu 11 millions de vaccinés, 36 moins 11, il reste 25 millions d'Algériens. On est très loin du compte, en tout cas, professeur. Voilà, vacciné. Si on a 25 Même millions... pour les populations vulnérables, on est très loin. Si on a 25 millions qui attendent à être vaccinés, ce sont les cibles qui sont susceptibles d'être contaminées. Donc c'est ceux-là qui sont pris en compte pour être vaccinés. Eh bien, on a 25 millions qui sont un réceptacle pour recevoir du virus. Et là, le virus, ce sera comme s'il rentrait dans une salle de danse. Il aura à proliférer à foison comme il veut, etc. Et c'est là où il va faire émerger des mutants. Oui. À quel point la vaccination pourrait justement changer l'état des lieux ou l'évolution de cette vague, justement, pour rappeler peut-être aux gens qui nous regardent ce soir que d'abord, il n'est pas trop tard de se faire vacciner, parce que si aujourd'hui je me fais vacciner, je peux me protéger de la 4e vague. Et puis, est-ce qu'on peut également, si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vont se faire vacciner, changer un peu l'évolution de cette 4e vague? Est-ce que c'est pas trop tard? C'est indéniable. Ce n'est jamais trop tard, mais c'est déjà urgent, parce que c'est un peu juste, parce que le vaccin
ne fonctionne pas comme une molécule chimique que vous injectez et vous avez l'effet immédiat. Là, le vaccin est un produit biologique. Quand on l'injecte, il va solliciter le système immunitaire. Le système immunitaire, il fonctionne comme ça. Il ne réagit qu'après, de façon optimale, qu'après au moins un mois et demi, pour qu'il y ait apparition d'anticorps neutralisants à des taux appréciables, pour qu'ils puissent juguler l'infection, le virus, et vous protéger. Donc, on est juste parce que le virus, la vague, elle est en Europe. On ne sait pas si on est au pied de la vague ou bien au milieu. Peut-être, je pense bien qu'on commence dans la partie ascendante. Et comme il y a un décalage, on a vu que la pandémie se reproduit maintenant avec 2 ans. On a eu le temps de l'observer. Elle se reproduit selon la même typologie. Chez nous, par exemple, c'est pratiquement chaque 5 mois. On voit une vague à peu près. 5 mois, donc avec un décalage à peu près de 1 mois et demi à 2 mois par rapport à l'Europe. Par rapport à l'Europe. Donc l'Europe, ça fait peut-être 15 jours qu'elle y est. Donc on a encore un mois peut-être. Un mois. On a juste le temps de se faire vacciner. Avec, non, c'est important, c'est très important de le dire aujourd'hui, professeur. Bien sûr, bien sûr. Parce que si on se vaccine pas, on va avoir des morts. Donc j'ai fait un calcul rapide avec la prévalence. Par exemple, on est à 209 000, presque 210 000 contaminations en Algérie avec 6 000 décès. Donc la prévalence des 210 000 par rapport à la population générale, c'est 0,5% de personnes qui sont en Algérie, qui sont dans la population générale, si vous prenez 43 millions, 0,5% vont être contaminés. Donc, si l'hypothèse, par exemple, la première hypothèse, s'il restait 10 millions de personnes à vacciner, moi j'ai dit 25. Par exemple, si on prend la minimale, la fourchette basse, 0,5%, on aura hélas 50 000 personnes qui seront hélas infectées. Et sur ces 50 000 personnes, le taux de mortalité actuellement qu'on a par rapport à 210 000, on a 6 000 morts, c'est 2,8%. Si on fait cette petite règle de 3, sur les 50 000 personnes qui vont s'infecter, on aura 1400 morts. Maintenant, si je prends la fourchette un peu haute, moi j'ai dit qu'il reste encore 25 millions à vacciner. Donc cible, c'est sur ces 25 millions, on aura, si on ne les vaccine pas, on aura 125 000. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? 125 000 qui seront contaminés, décès, et il y aura 3 500 morts. Donc il y a 2 fourchettes. Au minimum, on aura 1400 morts et au maximum, on aura 3500. Ce qui est énorme. Voilà. Justement, pour éviter cela aujourd'hui, professeur Senhadji, comment faire pour qu'il y ait une adhésion de la population? Aujourd'hui, il y a eu à un moment donné, au lancement, vous rappelez-vous, de la semaine ou de la campagne vaccinale début septembre, il y a eu une véritable adhésion. On est parvenu quand même à vacciner 1 million de personnes en 5 jours. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour amener les gens à se faire vacciner? Parce que c'est ça l'urgence finalement. Vraiment, c'est sûr que faire adhérer, avoir de l'engouement, avoir de l'entrain pour que la population puisse aller se faire vacciner, était peut-être illusoire, mais elle est difficile à expliquer en Algérie parce que il y a eu beaucoup de moyens en même temps qui ont été mis à la disposition de la population. Pendant cette semaine, il y a eu les bus, il y a eu des équipes qui se sont déplacées même dans les régions les plus reculées. Peut-être que les choses ont été mal faites, je ne sais pas. Peut-être qu'on communique mal, peut-être il y a plein de choses. Plus de pédagogie peut-être. Plus, oui. Il faut pas mettre des chapiteaux puis attendre les gens, il faut peut-être aller vers eux. Les universités, il faut aller, il faut rentrer dans les universités, il faut parler avec les étudiants. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je parle plus en scientifique. Et là, la population est assez intelligente pour comprendre si on prend la peine
de lui expliquer, de lui dire que ce vaccin, je viens de dire, il est rassurant. Je peux expliquer pourquoi ça a été fait rapidement. Bon, il faut prendre un peu plus de temps, mais déjà déjà le fait d'avoir le message fort, c'est d'avoir juste ce chiffre de 7 milliards de doses qui ont été déjà inoculées dans le monde. C'est encore insuffisant. Hein. C'est à peine, même pas 50% de la planète qui est vaccinée. Qui est vaccinée. Sur les 7 milliards de doses, c'est sur les 7 milliards de personnes vaccinées dans le monde, vaccinées inégalement. Et là, ça, parce que c'est dans les pays riches qu'on a le plus vacciné, où il y a eu le plus. 7 milliards et demi, elles sont dans certaines régions, dans certaines zones, entre guillemets, absolument. Vous savez, suivez mon regard. Non, il y a eu beaucoup d'injustices. Hein, d'injustices, voilà. Mais aujourd'hui, les vaccins sont là. On a 13 millions de doses qui attendent que les gens aillent justement se faire vacciner. Et puis, on a le choix. En plus de ça, on a plusieurs vaccins. On a le Combien chinois. De doses on a 13 millions de 13 doses. millions, oui. 13 millions, j'ai entendu même quelqu'un qui m'a dit c'est un peu plus. Oui. Il y a 13 millions parce qu'il y a d'autres doses qui doivent arriver incessamment. Oui. Mais vous savez, madame, c'est 18 millions, c'est 13 millions. Allez, disons, s'il y a 13 millions. Ça, c'est le chiffre officiel. Hein. Oui, c'est pas du tout suffisant. Ça devrait être, passez-moi le temps, sifflé en quelques heures. Malheureusement, ça attend preneur. On a 25 millions qui attendent. 25 millions, mais tu pars d'où? Il faut deux doses. Il nous faut 50 millions, c'est pas 13 millions qu'il faut. Et c'est comme ça qu'il faudrait raisonner. Et c'est dommage qu'elle puisse se permettre. Mais il y a ce paradoxe. Pendant qu'il n'y avait pas Peut-être qu'on a trop fait, professeur Senadji, si vous permettez. Alors, on parle beaucoup du pass vaccinal, on n'en est pas encore là en Algérie. Peut-être qu'on a trop fait aussi dans le discours rassurant. On a toujours dit qu'on est dans une situation stable. Peut-être qu'il faut aller justement vers un discours plus alarmiste, faire peur aux gens, parce que oui, aujourd'hui, cette pandémie fait peur. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour qu'on puisse... Effectivement, il y a eu ce profil d'un discours au début rassurant, etc. Mais c'est comme ça, donc l'être humain a besoin d'être rassuré, etc. On a toujours dit voilà, la situation est maîtrisée, que les chiffres sont optimistes. Voilà, pendant longtemps, on n'a pas donné les vrais chiffres. Donc voilà. Mais là, c'est maintenant, il y a péril en la demeure. Et on est obligé donc d'utiliser un temps beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus alarmiste, mais en même temps, il faut expliquer. Il faudrait expliquer, il faudrait donner la parole aux scientifiques pour qu'ils puissent expliquer les choses. Et il faudrait peut-être, si les choses s'aggravent, aller vers une réglementation de l'accès aux établissements recevant du public. Même si la liberté de ne pas se faire soigner, la liberté de ne pas se faire vacciner, tout ce que vous voulez est respectée, mais vous ne pouvez pas prendre la liberté d'aller contaminer autrui. Donc si vous voulez accéder à tous ces établissements recevant le public, d'accord, mais vous montrez patte blanche comme quoi vous ne pouvez pas aller donner du virus aux autres. Donc il va falloir, je pense, instaurer un pass sanitaire dans les universités, dans les supermarchés, dans les mairies. Peut-être pour certains métiers aussi. Pour ça, oui, bien sûr. Et là, c'est urgent de le faire. Hein. Qui doit se faire vacciner aujourd'hui, professeur Senadji? Alors, on a beaucoup parlé des populations vulnérables au tout début de la vaccination. Aujourd'hui, même ces populations, malheureusement en Algérie, ne sont pas encore complètement vaccinées. On parle de 14% de la population qui est diabétique, on parle du tiers qui est hypertendu, on parle de la moitié de la population qui serait en surpoids. Il y a aussi, alors, de l'autre côté de la Méditerranée ou encore aux États-Unis, on a déjà commencé à vacciner les enfants. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de cas qui sont déclarés au niveau des écoles. Qui doit se faire vacciner aujourd'hui? Quand c'était avec le virus historique, c'était un petit peu cette les populations vulnérables. Voilà, cette fragmentation et ces franges de population qui ont été justement ciblées, mais avec l'avènement du Delta,
ce virus a du touché. NU aujourd'hui, on ne sait NU, pas. oui, on Voilà ne sait pas, comment on ne ça. le sait pas, on ne sait pas Voilà. encore. Mais C'est aujourd'hui, encore tôt. mais je rappelle aujourd'hui C'est quand même encore tôt, qu'il y a une réunion de l'OMS Oui, oui, justement oui, pour oui. parler de la dangerosité et de la possibilité, parce que c'est un variant dans lequel il y a beaucoup de mutations. Mutation, oui. Voilà, le Delta c'est 2 mutations uniquement, donc le NU c'est plusieurs NU, mutations. il y a au moins 30. Voilà, plusieurs mutations, donc qui 30 pourraient, selon l'OMS en tout cas, voilà. être problématiques par rapport à Oui, la vaccination. on serait en droit de penser effectivement que ce serait Voilà. beaucoup plus contagieux. On serait en droit de penser qu'il pourrait échapper à la vaccination. Ça, j'ai utilisé le conditionnel. Oui. Donc on ne sait pas On ne depuis. sait pas encore, absolument. C'est On depuis, attend les résultats de c'est cette depuis réunion. quelques jours. Mais je reviens au Delta. Delta touche un peu tout le monde. Vous venez de signaler le cas des enfants. Donc il n'y a plus Il n'épargne personne. Il nous prend à la gorge. Donc il va falloir vacciner tout le monde, tout le monde, je dis tout le monde, même jusqu'à Vous êtes pour la vaccination aussi des enfants des enfants, jusqu'à 12 ans, jusqu'à 12 quel ans, âge même si les essais cliniques sont concluants, donc même beaucoup plus précocement, Oui. Même Il y a des pays qui ont vacciné beaucoup plus jeunes, oui, absolument. Oui, bien sûr, à oui. 5 ans, etc. Donc, Cuba, par exemple, ils ont été les premiers. Oui, oui. Les études sont en cours mais en tout cas celle de 12 ans, Oui. de 12 à 17 ans, 18 ans. Donc ça, c'est autorisé et on va y arriver. Et puis même pour la frange pédiatrique, elle sera hélas éligible à la vaccination dès que les essais cliniques seront concluants. Oui, il y a aussi une publication, un rapport particulièrement qui a été publié récemment aux États-Unis justement par rapport au risque du Delta sur les futures mamans, également sur les femmes enceintes. Juste pour le rappeler, professeur, on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission, peut-être terminer sur la nécessité, hein, tout simplement parce qu'on a beaucoup incriminé le relâchement de la population, la non-adhésion aussi à la vaccination, vous en parliez à l'instant. Pour revenir un peu peut-être aux gestes barrières, parce que ça aussi, c'est un segment qui a été complètement abandonné malheureusement et qui est très important, d'autant plus qu'on est à moins de 24 heures à un rendez-vous électoral qui est très important et dans lequel les populations vont être mobilisées justement dans des bureaux de vote. Peut-être rappeler la nécessité de respecter le protocole sanitaire, rappeler la nécessité de revenir d'une manière générale, hein, même en dehors des élections, aux gestes barrières. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je vous remercie d'avoir rappelé cet aspect, mais c'est d'autant plus justifié que le vaccin, actuellement, donc avec les résultats récents, comme quoi il n'empêche pas la recontamination, Absolument. mais il empêche la maladie grave et le décès. Donc cela veut dire, même si vous êtes vacciné, il faut observer les gestes barrières, bavette, distanciation, lavage des mains, etc. Ça, et même avec la vaccination, on sera hélas encore obligé de respecter ces gestes barrières et ces mesures qui permettent d'éviter la contamination, tout simplement. D'autant plus qu'on est également devant, rappelons-le, une grosse épidémie de grippe, hein, professeur également. Hein. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, qui pourrait aussi compliquer, cette pathologie, mais moi je reviens encore à ressasser les choses en disant qu'il faut encore se vacciner. Se vacciner et voilà, oui, avancer pour se protéger justement pour cette vague qui arrive, hein, très rapidement. Tout à fait. Et on est en train d'étudier même pourquoi il y a cette protection, pourquoi il y a ce découplage entre la poursuite de la contamination et l'évitement des décès. C'est qu'il y a derrière une immunité acquise cellulaire c'est elle qui vous protège par rapport à ces décès. Oui. Et là, nous sommes en train de l'étudier, donc parmi les missions de l'Agence de sécurité sanitaire, donc elle a pris en charge avec un groupe d'hospitaliers, Mustapha, Rouiba, etc., pour pouvoir étudier cette immunité cellulaire, des vaccins
qui sent, parce qu'on le sait, les vaccins qui sont utilisés en Europe, ça c'est publié, etc. Mais On fait nous une avons publication sur les Chinois, les vaccins chinois. le chinois, le russe et puis Le Johnson, non, lequel? l'anglo-suédois. L'AstraZeneca. AstraZeneca, Oui, voilà. oui. Voilà. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, quand Merci. vous aurez les résultats de cette publication, revenez en parler justement. Ça Merci. serait très Avec intéressant plaisir. de le dire justement à nos chers téléspectateurs. Merci d'avoir répondu Merci. à mes questions. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est arrivée à terme à présent. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver lundi. On parlera du cancer de la prostate. Au revoir.